Salut à toutes et à tous, ici Audrey et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix de la Femme. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, La Voix de la Femme s'interroge sur les injonctions faites aux femmes dans la société, du genre « tu es trop vieille »,« tu es trop masculine »,« tu es trop féminine »,« tu finiras vieille avec 40 chats, 4 chats, au choix ». Donc dans cette émission, je laisse la parole aux femmes qui ont décidé d'aller à l'encontre de ces idées reçues. Aujourd'hui, je reçois Annick Zokanga. Annick est auteure, entre autres, mais je vous en dis pas plus et lui laisse la parole. Bonjour Annick. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Kaina Radio, merci de m'accueillir donc sur l'antenne de votre radio. Donc je suis Annick Zokanga, je suis née au Congo en 1968 et je suis donc dans ma 55e année et je suis maman de trois filles. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille dans la fonction publique. D'accord. Donc je suis active, je mène de front la vie familiale, la vie professionnelle. Et vous écrivez des livres ? Oui, j'ai écrit des livres, j'ai réussi à voler du temps au temps, donc entre ma vie de maman et de femme active, pour écrire un livre qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'y ai exposé les difficultés que j'ai rencontrées comme maman dans l'éducation de mes enfants. J'ai décelé des difficultés identitaires dans les discours qu'elles pouvaient tenir sur elles-mêmes, sur leur image. Et ça m'a amené à réfléchir sur notre société, sur nos propres familles, notre propre culture, et me demander si on n'est pas un peu partie prenante des complexes d'infériorité qui naissent chez nos enfants. Donc, votre livre s'appelle « Élever les enfants noirs ou métis chez les Blancs ». Donc, pourquoi ce titre ? Quand on est auteur, il faut trouver un titre de livre qui accroche. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tourné ce titre dans ma tête. Et voilà, j'ai trouvé ce livre qui accroche parce qu'il dit en fait le contenu du livre, entre autres, et il est suffisamment marquant pour qu'on le retienne. D'accord, je vois. Et donc sur votre livre, la photo, c'est vos enfants, c'est OK. Ce sont mes filles, okay. Parfaitement. Vos 3 filles, c'est ça ? Mes 3 filles, oui. D'accord. Et comment ça vous est venu de choisir cette photo Eh ben parce qu'en fait, je parle beaucoup d'elles. Et c'est vrai que c'est un livre aussi que je conçois comme un héritage pour elles parce que j'y retrace en fait leur évolution. Et ça va être des souvenirs qu'elles pourront lire dans quelques années de ce qu'elles étaient quand elles étaient petites. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en photo de la couverture. D'accord. Et vous avez fait appel à elles pour vous aider à le rédiger ou vous avez juste uniquement pensé à elles Ben, je les ai beaucoup écoutées, je les ai observées. Et voilà, donc c'est vraiment un témoignage brut de coffrage de ce qu'elles étaient au moment où elles ont été décrites dans ce livre. D'accord. Et est-ce qu'elles s'y retrouvent dans le livre ? Elles l'ont lu d'ailleurs ? Oui, elles l'ont lu et elles y trouvent beaucoup d'intérêt parce que je leur retrace des souvenirs d'elles, enfants, qu'elles ont oubliés. Et c'est vrai que pour elles, c'est très touchant. Et j'avoue que maintenant qu'elles sont beaucoup plus grandes, je suis très contente d'avoir engagé ce travail parce que j'ai pu les libérer de beaucoup de difficultés inutiles. Et donc, j'ai des petites filles qui marchent très bien à l'école parce qu'en fait, l'enjeu, c'est ça, c'est la réussite scolaire. Et quand l'enfant a l'esprit occupé par des préoccupations annexes, comme la couleur de la texture de ses cheveux, la couleur de sa peau, la forme de son nez, en fait, il n'est pas concentré sur l'acquisition des acquis scolaires qu'il doit acquérir pour progresser correctement dans sa scolarité. D'accord. Donc justement, votre livre, c'est un véritable mode d'emploi pour les parents pour comment élever les enfants noirs métis dans un monde de blanc. Mais aussi, ça donne des réponses aux idées reçues auxquelles ces personnes peuvent faire face. Oui, tout à fait. Alors bon, mon livre, c'est pas comment habiller les enfants, etc. C'est beaucoup plus profond. Hein. Je fais confiance aux parents pour pouvoir éduquer correctement leurs enfants. C'est pas un livre de moralité, mais c'est un livre qui appelle leur attention sur un certain nombre de difficultés
qui, quand elles sont exprimées, doivent être totalement et rapidement déminées pour ne pas que l'enfant l'intègre et que ce soit pour lui un poids qui pèse sur sa conscience et sur sa psychologie et qui l'empêche d'exprimer la palette de ses compétences, inhiber sa curiosité. Donc c'est très important parce que j'aborde aussi la relation avec les enseignants, le monde scolaire, dont on sait que il est souvent plus difficile, plus exigeant, moins patient avec les enfants de notre communauté. Et j'appelle les parents à être très vigilants par rapport à ça, les inciter à beaucoup plus solliciter et participer aux instances de la vie scolaire, parce que quand les enseignants voient que ce sont des enfants qui sont suivis, qu'il y a du répondant derrière, il y a certaines remarques, certaines notations, certains comportements qu'ils évitent parce qu'ils savent que derrière, les parents vont réagir. D'accord. Et vous vous êtes inspiré de quoi, mis à part les anecdotes avec vos filles, pour pouvoir écrire ce livre? Alors, ma petite vie de 50 ans m'a permis d'avoir beaucoup d'expériences directes et aussi indirectes. Et donc, j'ai beaucoup observé autour de moi et j'ai vu les dégâts des préjugés, de cette négrophobie structurelle, ambiante, qui est là, dans laquelle on vit. Et voilà, donc mon livre aussi, c'est pas que ma vie, mon œuvre, c'est aussi ce que j'ai vu autour de moi, les difficultés autour de moi, aussi des bonheurs, mais c'est ça. Donc voilà, c'est un partage d'expérience de ce que j'ai pu voir au cours de mon existence. D'accord. Justement, en parlant de négrophobie, donc dans un certain passage de votre livre, vous évoquez justement une négrophobie historique de certaines cultures non noires. Donc, est-ce que vous croyez à la convergence des luttes justement entre les personnes dites racisées, c'est-à-dire les personnes asiatiques, les personnes maghrébines, arabes et les personnes noires? Écoutez, je vais peut-être décevoir beaucoup. Moi, je suis franc-parler. Je dis les choses de manière directe. Je ne crois pas en la convergence des luttes. Nous, Noirs, avons vécu une période de notre histoire très compliquée dans laquelle nous avons été en confrontation et dans un rapport de domination exercé sur nous par les non-noirs. D'accord? Donc, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'eux aussi sortent de ça pour qu'on puisse envisager une convergence des luttes. Et je peux vous donner quelques exemples pour illustrer le fait que la convergence des luttes nous a amenés, nous les Noirs, à combattre des combats qui n'étaient pas les nôtres. Premier exemple, ce sont les guerres mondiales. Nos pères sont partis combattre les guerres pour les Européens. Ils se sont fait massacrer. Et on sait la reconnaissance qui s'en est suivie. Il y a aussi l'exemple de nos frères et sœurs en diaspora aux États-Unis qui ont lutté. Et dans leur lutte, certaines communautés, LGBTQ pour ne pas les citer, se sont également associées à leur combat, mais ils les ont utilisés de telle sorte que la situation de cette minorité est beaucoup plus reluisante, favorable que la situation des Noirs qui continuent à rester dans les catégories sociales les plus défavorisées et qui cumulent toutes sortes de difficultés. Donc il est temps que nous, Noirs, singularisions nos combats. Les combats des autres, c'est les leurs. Nos combats, ce sont les nôtres. Et la négrophobie est tellement spécifique qu'elle ne peut pas permettre l'agrégation d'autres combats au risque d'être ombrellisés par les revendications et les combats des autres. On finira toujours par passer en dernier dans le train de l'histoire. D'accord. Et du coup, vous n'êtes pas BLM, Black Lives Matter? En toute franchise, ce sont, à mon avis, des manipulations médiatiques. Il y a beaucoup de manipulations médiatiques dans notre communauté et comme nous sommes très blessés, nous sommes très sensibles à toute marque de considération, d'intérêt pour nos souffrances. Mais dans la réalité,
les choses n'avancent pas forcément. En ce qui concerne les Black Lives Matter, on sait que la violence intracommunautaire entre Noirs aux États-Unis est plus importante que la violence que les Blancs peuvent exercer sur nous. Donc cette problématique-là, elle nous est propre et c'est à nous de la régler. Hein. Quand la souffrance des Noirs est mise en avant, c'est pour faire avancer un agenda dont on ne bénéficie pas forcément. D'accord. Et croyez-vous au racisme anti-blanc? Le racisme anti-blanc, j'en ai parlé dans mon livre. Pour moi, c'est une stratégie d'inversion accusatoire. D'accord? Comment peut-il exister un racisme anti-blanc dans un monde de blancs qui sont au contrôle de toutes les choses économiques, sociales, culturelles. Donc ils dominent. Donc on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. Moi j'ai plus le sentiment que c'est une réponse, une espèce de bouclier qu'on brandit devant les Noirs, devant leurs revendications légitimes, pour plus de justice sociale, économique. Et on leur dit, écoutez en fait, si vous revendiquez plus, si vous considérez que notre système est inégalitaire, etc., en fait c'est parce que vous êtes raciste. Donc je pense que c'est une façon de nous faire taire en nous reprochant d'être agressifs et d'avoir trop de revendications. Ok. Dans votre livre, vous semblez regretter le fait qu'il n'y ait pas de Black History Month comme aux États-Unis ou encore au Canada. Récemment, il y a le maire de Grenoble qui lui propose à ce qu'on remplace les jours fériés chrétiens par des jours dédiés à la reconnaissance de l'esclavage, aux droits aux femmes, aux droits aux personnes LGBTQ. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on en revient encore à la problématique qu'on a abordée tout à l'heure, celle de la convergence des luttes. Droit à l'esclavage, ou la Shoah, ou les LGBTQ. Voilà, on continue à être noyés dans la masse et nos difficultés ne sont pas prises en compte de manière spécifique. L'histoire des Noirs n'a pas commencé avec l'esclavage. Donc si on veut une véritable reconnaissance de l'identité noire, il va falloir aller dépoussiérer tout ce qui a trait à notre histoire et qui est caché et qui, quand ça arrive sur la place publique, et je fais allusion aux dernières déclarations du chanteur Maître Gims sur la négritude des Égyptiens, c'est le branle-bas de combat, c'est la réfutation totale. On a ridiculisé ce chanteur qui disait pourtant des choses vraies. Donc l'histoire des Noirs, non, c'est pas l'esclavage. Donc nous, on veut une prise en considération spécifique de nos difficultés et on ne veut pas être associé à d'autres qui ont leurs difficultés, je ne nie pas, mais nous, on doit être reconnus pour notre histoire et les difficultés spécifiques que nous avons. Ok. Donc, dans un passage de votre livre, vous évoquez, je cite, « Le rejet est moins violent pour les femmes noires car nous sommes dans une société patriarcale et que les femmes blanches, également discriminées, trouvent dans les femmes noires et métisses des compagnes de lutte pour la parité sociale et professionnelle. Ils ne sont pas rivales économiques car briquent des postes peu valorisés et mal payés. » Et vous donnez comme exemple l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a dû faire adopter la loi controversée, donc la loi à mariage pour tous. Est-ce que pour vous, il ne s'agit pas du phénomène Glass Cliff, en français falaise de verre, sur lequel, en situation de crise, il est confié aux personnes les plus discriminées, donc ça va être les femmes, les personnes non blanches, ou voire des personnes handicapées, des postes à responsabilité? Alors, dans cette question-là que vous évoquez, il y a vraiment beaucoup de problématiques, donc je vais essayer de les aborder de manière distincte. Alors, en ce qui concerne la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et effectivement, les femmes noires ont été utilisées pour lutter pour une meilleure reconnaissance sociale des femmes. Dans une société occidentale, ça s'est traduit par quoi? Par des femmes blanches, donc, qui ont pu avoir des évolutions de carrière professionnelle plus intéressantes que celles que les femmes noires ont connues, parce que si on cherche des chiffres, on se rendra compte que dans la progression professionnelle, les femmes noires sont à l'arrière et la libération donc sur le plan professionnel des femmes blanches a permis
enfin en tout cas a entraîné que elles soient libérées donc de leurs tâches ménagères et de maman, de femmes à la maison, pour être remplacées par des femmes noires. Quand on se balade dans des beaux quartiers à Paris, on se rend compte que beaucoup de nounous sont des femmes africaines. Pourquoi? Parce qu'on a la réputation d'être plus douce et plus patiente avec les enfants. Donc toujours ce souci de les luttes générales auxquelles on participe aboutissent à l'avancement des autres et nous on continue à rester à l'arrière. En ce qui concerne donc la question donc du glass cliff, donc la falaise de verre hein, sur laquelle on glisse, effectivement on a le sentiment que dans la société française, les Noirs sont instrumentalisés pour porter des réformes, des problématiques que les Blancs, disons-le clairement, n'assument pas. Christiane Taubira a porté la réforme, la révolution sociétale du mariage pour tous, sans émettre de jugement de valeur. Hein. Les Occidentaux ont la liberté d'évoluer sociétalement comme ils le souhaitent. Mais c'est étonnant que ce soit elle qui ait porté ce projet, quand on sait qu'il s'agissait d'une promesse électorale de François Hollande. Donc pourquoi c'est elle qui a porté le chapeau? Certainement pour se prendre la volée de bois vert qu'elle s'est prise à l'occasion des discussions de ce texte. On trouve le même phénomène plus récent avec la loi contre les contenus haineux sur Internet. Ce projet de loi a été porté par la députée Laetitia Avia. Or, elle n'était pas la seule à le porter puisque il a été co-rédigé par un homme qui s'appelait Karim Tayeb. Pourquoi c'est le nom de Laetitia Avia qui a été mis en avant? On peut se poser la question. Or, il se trouve que cette loi a déclenché toutes sortes de réactions, à juste titre. Pourquoi? Parce qu'elle était dangereuse pour la liberté d'expression et contre les libertés individuelles. Ce texte a fini par passer avec beaucoup d'amendements, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est Laetitia Avia et non pas son collègue Karim Tayeb qui a porté ce projet? Tout à fait. Et donc, du coup, vous ne considérez pas cela comme une bonne chose, le glass cliff? Au même titre que d'ailleurs la discrimination positive dont vous évoquez dans votre livre. Oui, non, la glass cliff, c'est le fait d'endosser des réformes ou des projets sociétaux dont personne ne veut, qui sont très clivants. Et moi, je pense qu'on nous instrumentalise, on nous ridiculise beaucoup à l'occasion de ces débats. On a vu Christiane Taubira se faire moquer de singes. Laetitia Avia a fini, enfin bon, il y a eu un dossier sur elle, comme quoi elle était agressive avec ses assistantes parlementaires. On lui a sorti aussi une histoire dans un taxi où elle aurait mordu quelqu'un. Donc voilà, le noir dans la vie législative française, moi je pense qu'il est instrumentalisé pour porter des réformes un peu difficiles. Alors en ce qui concerne la discrimination positive, je suis favorable à la discrimination positive, mais je considère quand même que c'est un pis-aller. L'idéal serait que les gens soient reconnus pour leurs valeurs, leurs compétences, indépendamment de la couleur de peau. Mais on n'est pas encore là. La discrimination positive a servi aux États-Unis, par exemple, à contrebalancer les effets délétères des lois Jim Crow qui ont interdisé en fait à la sortie de l'esclavage aux Afro-Américains la possibilité d'exercer les métiers qu'ils avaient appris pendant qu'ils étaient en servitude, charpentier, maçon, cordonnier. Donc il y avait tout un arsenal de lois qui leur interdisait d'exercer, de se lancer en tant qu'indépendant, monter un petit business, etc. Pourquoi? Pour qu'ils continuent à rester sous forme de servitude, hein, dans le salariat qui est une forme de servitude. Donc la discrimination positive a amené les autorités à imposer dans les marchés publics un certain nombre de quotas, de contrats qui devaient être réservés aux Noirs, ce qui a permis l'émergence d'une classe moyenne où des entrepreneurs noirs ont pu obtenir des marchés publics pour pouvoir se développer. Donc voilà, c'est un pis-aller.
mais il est quand même important. Par ailleurs, quand on parle de discrimination positive, on pense tout de suite au noir et c'est la levée générale de bouclier, on n'en veut pas, mais la discrimination positive, mais elle existe dans la législation française, mais sous d'autres noms. Hommes et femmes, l'égalité homme-femme. La parité hommes et femmes, c'est de la discrimination positive. Les lois pour favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap, c'est de la discrimination positive. Mais dès que on associe ça au noir, ah là, non, tout de suite, ça devient problématique, ça ne va pas, etc. Bonne réponse. Merci. Ça me plaît. Alors, toute autre chose. Qu'est-ce qu'une femme pour vous? Chaque femme définit sa féminité. C'est ça. Écoutez, une femme, pour moi, c'est un être qui naît avec un certain nombre d'attributs. Il y a une réalité biologique, émotionnelle, psychologique, spirituelle à la féminité. Et en ce qui me concerne, je suis en phase avec ces différents aspects de mon identité de femme. Et donc voilà, être une femme, c'est d'être un élément très important dans nos vies de chair et dans l'espace que nous occupons. Et il faut préserver ça parce que ça fait partie de la diversité, de la richesse de la vie. Et c'est ce qui permet la vie. D'accord, tout simplement. Vous vous considérez comme une femme? Oui. J'espère que socialement, vous aussi, vous me considérez comme une femme. Oui, je suis une femme. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être une femme? Écoutez, moi, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au cours de sa vie, c'est une expérience humaine, hein, c'est une expérience d'homme, de femme, on apprend des choses et je suis très contente de mon incarnation. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plairait le moins dans le fait d'être une femme? Qu'est-ce qui me plaît le moins dans le fait d'être une femme? Oui. Peut-être un peu l'incompréhension qui a fini par s'immiscer dans les relations entre les hommes et les femmes, qui fait que les relations sont plus compliquées qu'elles ne devraient l'être. Et c'est ça qui me plaît le moins. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous êtes une femme noire? Alors en fait, je l'ai toujours su en fait. Moi, je l'ai toujours su. Pourquoi? Parce que je suis née dans un monde noir, je suis née au Congo, dans un environnement où tous les gens étaient comme moi, heureux de l'être. J'ai été accueillie par une famille très chaleureuse, très aimante. Donc, je me savais noire parce que mon entourage était noir. Donc, j'ai pas eu de problème d'identification au début de ma vie. D'accord. Est-ce que vous vous considérez comme féministe? Alors, non. Non, je ne suis pas féministe. En tout cas, le féminisme tel en tout cas, ce qui est devenu le féminisme, non, je ne suis pas féministe. Si le féminisme, c'est pour lutter pour une meilleure reconnaissance du rôle de la femme dans la société, quel que soit le rôle qu'elle veut jouer, si elle veut travailler ou si elle veut rester à la maison s'occuper de ses enfants, pour les protéger, moi je suis d'accord. Si le féminisme, ça devient de l'égalitarisme pour être en guerre systématiquement avec les hommes, pour leur revendiquer, aller sur leur plate-bande et que ça devient obsessionnel, moi je ne suis pas du tout féministe. Moi je suis plutôt complémentariste. Je pense que les relations hommes-femmes doivent se concevoir plus dans une relation de complémentarité que dans une relation d'égalité qui amène à toutes sortes de luttes qui ne sont pas favorables donc à la paix familiale et à la paix sociale. D'accord. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'un homme peut être féministe? Dans les premiers temps, les hommes ont soutenu les combats des féministes, tant qu'effectivement il s'agissait d'une meilleure reconnaissance, valorisation de la femme. Je pense qu'ils étaient d'accord, mais je pense que maintenant ils se rendent compte que finalement les femmes sont en train de briguer leur propre position, et à beaucoup d'égards, on se rend compte que être un homme aujourd'hui, ça devient très compliqué. De la même façon que les femmes aussi, on a été un peu bouleversées par ce combat féministe qui est, en tout cas pour ce qu'il est devenu,
un discours d'égalitarisme et on se rend compte maintenant qu'il y a des revendications de certaines minorités transgenres, hein, sans poser de jugement de valeur sur leur parcours, etc. Donc, s'il y a égalité de tous, pourquoi pas aussi égalité entre les femmes et les transgenres, à tel point que maintenant, dans les compétitions sportives, on trouve des transgenres hommes qui veulent concourir dans les catégories de femmes. Et tout le monde se rend compte des difficultés que ça pose parce que la biologie, elle est quand même là. Et un homme est quand même beaucoup plus fort qu'une femme, même s'il a subi un traitement hormonal, même s'il porte une perruque, qu'il a mis des prothèses mammaires, il y a la biologie qui est là. Tout à fait, mais ce n'est pas uniquement dans les compétitions sportives, il y a aussi parfois dans certains centres commerciaux. Donc j'ai pu voir ça. C'était des toilettes qui sont destinées aux femmes et aux personnes transgenres et aux hommes. Oui, ça va très loin ces revendications et je ne suis pas certaine qu'on y gagne. En termes de paix sociale, ça devient très compliqué. D'accord. Est-ce que vous croyez à la sororité entre femmes? Donc entre femmes, d'abord entre femmes blanches et femmes noires, voire métisses. Alors moi, le terme de sororité me gêne un peu. C'est un terme que j'ai découvert quand j'ai vécu aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. Et la sororité, c'est comme les fraternités. Ça évoque plus des cercles fermés où il y a des liens économiques, sociaux, etc. Mais à l'exclusion de tous les autres. D'accord? Donc moi, je suis plus pour l'honnêteté, la loyauté envers tous, parce que les termes de sororité, ça évoque des cercles dans lesquels il y a des complicités, des alliances qui font que les autres qui n'appartiennent pas à ce cercle en sont exclus et sans forcément que les gens ne le sachent. Hein, et je trouve que c'est problématique et c'est la voie parfois à beaucoup d'injustice. D'accord. Et est-ce que ça existe pour vous, la sororité? Oui, pour moi, en toute honnêteté et tout simplement, pour moi, la sororité et la fraternité, ça évoque des cercles maçonniques. Hein. Pour moi, ça évoque la franc-maçonnerie. Donc des cercles très fermés dans lesquels on entre et on a des complicités, des solidarités entre nous. Et tous ceux qui n'appartiennent pas à ce cercle, on s'est un peu exclus. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que la société, elle ne fonctionne pas correctement quand il y a des structures de cette nature. D'accord. Et donc vous, qu'est-ce que vous préconisez alors? Écoutez, moi je préconise l'honnêteté, la simplicité, le respect, l'acceptation des autres dans leurs différences, la possibilité de permettre à tout le monde d'accéder au poste selon ses désirs, ses capacités, sans qu'il y ait des passe-droits, des complicités, des choses comme ça. D'accord. Donc selon l'intelligence artificielle, et une étude récente par rapport à ça, donc la femme parfaite, elle est blanche, blonde, avec les cheveux lisses. Quel est votre rapport avec la beauté? Écoutez, donc juste un petit commentaire sur l'intelligence artificielle. La belle femme, elle est blonde et elle est blanche. C'est pas étonnant. Hein, qui sont à l'origine de ces intelligences, de ces programmes, ce sont les blancs ou les asiatiques. Hein, et donc forcément, ils valorisent leur communauté. Hein, donc là-dessus, il ne faut pas se faire d'illusions. On sait par exemple que les débuts de la photographie, les technologies ont été paramétrées pour mettre en valeur la couleur blanche, les différentes teintes. Et à côté de ça, les noirs étaient tout noirs, à la limite difformes, etc. Donc c'est tout à fait normal que l'intelligence artificielle reflète et valorise la communauté qui la conçoit. Bon, c'est normal, enfin, dans le sens où c'est logique. C'est pas normal juste, c'est juste que c'est logique. Alors, mon rapport à la beauté, écoutez, il y a la beauté qu'on voit, mais aussi la beauté qu'on sent dans ses relations avec les gens. Et la beauté aussi, c'est l'amabilité, la gentillesse, le respect. Hein, et voilà, la beauté, c'est un ensemble de choses. D'accord. Et quel est votre rapport avec vos cheveux afro?
Bah écoutez, mes rapports avec les cheveux afro, je l'ai dit, hein, moi je suis née dans un monde de noir où j'ai été valorisée pour celle que j'étais. Ma maman nattait nos cheveux, nous coiffait, donc on a construit une relation paisible avec nos cheveux. En venant en Europe, bon, il y a eu des évolutions, l'apparition des mèches et tout, mais comme petite, on a été épargné de ces choses-là. Notre construction identitaire et notre acceptation de notre identité n'a pas été bouleversée. Pas de défrisage chez vous? Non, on ne faisait pas de défrisage parce que moi déjà à l'époque, les défrisages ça coûtait quand même assez cher. Hein. Il fallait faire ça chez le coiffeur, sinon on prenait le risque de se brûler la tête, etc. Donc voilà, bon après je ne dis pas que je n'ai jamais fait de défrisage, j'en ai fait un peu. Voilà, à une époque de ma vie, mais quand j'ai commencé à devenir maman, et je l'explique dans mon livre, j'ai arrêté de défriser mes cheveux, et j'ai natté mes cheveux, et voilà. Et c'était quoi le déclic? Le déclic d'arrêter le défrisage, oui. Bah, c'est qu'en fait, on sait quand même que ce sont des produits qui passent dans le sang et qui sont nocifs pour les enfants. Donc moi, j'ai allaité mes enfants, donc je ne voulais pas que par mon lait, elles avalent des substances nocives pour elles. D'accord. Pensez-vous qu'il existe du texturisme? Donc c'est de la discrimination vers le cheveu crépus. Bah oui, ça c'est une panoplie hein, de la négrophobie ambiante dans laquelle on vit. Et malheureusement, nous l'avons intégré. Nous l'avons intégré dans notre propre langage. Hein. Quand nous qualifions nos cheveux de cheveux crépus, et ben en fait, on est en train d'insulter notre propre cheveu. Notre cheveu, la nature de notre cheveu, c'est d'être laineux. Nos cheveux sont laineux, c'est le mot qu'il faut appliquer parce que crépus, c'est une insulte. Les femmes blanches, quand elles se disputent et tout, elles se crêpent le chignon et après elles ont les cheveux tout ébouriffés. Donc cheveux crépus, c'est pas du tout un compliment. Donc ça fait partie des choses qu'on doit être amené à remettre en question dans notre langage. Et le texturisme, donc c'est la hiérarchisation hein, des cheveux. Et quand on regarde, bon, le numéro 1, c'est le cheveu raide, et le numéro 4, tout en bas, c'est le cheveu laineux. Tout à fait. Donc il y a une hiérarchisation, oui, donc il y a une hiérarchisation. D'accord, donc vous pensez que la classification d'André Walker, donc c'est le coiffeur d'Oprah Winfrey, donc, qui classifie, comme vous l'avez dit, les cheveux type 1, c'est les cheveux lisses, et les cheveux type 4, c'est les cheveux afro dits crépus, c'est vraiment de la discrimination. Oui, c'est de la discrimination simple, parce que bon, le type 1, c'est les cheveux raides, on peut dire cheveux raides. Le type qu'on appelle 2, ben, c'est le cheveu ondulé. Le type 3, c'est le cheveu frisé. Et le type 4, c'est le cheveu laineux. Quand on qualifie les cheveux, parce que quand les gens se parlent de leurs cheveux, même entre femmes blanches, elles ne se disent pas mon cheveu c'est 2A ou 2C, et on va dire ondulé, frisé, etc. Donc voilà, on peut aborder les différences qui existent hein, de manière objective sans mettre de jugement de valeur, de hiérarchisation. D'accord. Une anecdote marquante sur vos cheveux afro? Une anecdote marquante, c'est qu'à une époque de ma vie, j'ai eu envie de couper mes cheveux. Alors une femme, quand elle décide de couper ses cheveux, c'est qu'elle passe à autre chose. C'est qu'elle passe à autre chose, elle a envie de vivre autre chose. Donc je suis allée chez le coiffeur et j'ai fait cocotailler, j'ai tout coupé. Et la coiffeuse m'a dit, eh ben maintenant vous allez pouvoir porter des perruques. Et je l'ai raconté dans mon livre et j'ai rigolé, j'ai dit, je n'ai pas encore mes propres cheveux pour porter les cheveux des autres. Donc voilà une anecdote que j'ai par rapport à mes cheveux. Et vous n'avez jamais été tentée de porter des perruques histoire de changer de tête? Je ne supporte pas ça. Je ne supporte absolument pas ça parce que je n'ai pas été dans la génération où on nous a proposé ça. Nous, c'était plutôt des mèches qui coûtaient plus ou moins cher selon le budget, parce qu'à l'époque, c'était quand même un petit budget. Même si aujourd'hui, ça coûte 1,50 €, à l'époque, c'était quand même un peu... Ça a augmenté. Hein, ça coûtait un peu d'argent. Donc bon, j'ai mis des mèches dans mes cheveux, j'ai natté, j'ai tressé. Mais je n'ai jamais porté des perruques. Je n'ai jamais même fait des tissages. D'accord. Je ne supporte pas. Et en toute honnêteté, le jour où la femme blanche portera une perruque de cheveux afro pour se sentir belle, d'accord, je porterai des cheveux lisses. Je demande à voir. Sincèrement, je demande à voir. Bah, justement, les personnes blanches, je dirais pas uniquement les femmes blanches, les personnes blanches, c'est ce que j'ai remarqué, elles portent des perruques afro, c'est pour se déguiser, Eh ben oui. pour faire le clown, etc. On est d'accord.
On est d'accord. Et je l'ai expliqué dans mon livre, hein, une anecdote de la tante de mes enfants qui a expliqué au cours d'un repas de famille qu'elle avait fait un cauchemar et qu'elle se trouvait devant son miroir et elle avait des cheveux laineux. Et elle a été catastrophée et s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ces cheveux? Après, elle s'est réveillée, elle a été rassurée de se rendre compte que c'était un cauchemar. Donc non, clairement, les femmes blanches, et même les hommes blancs, hein, il faut le dire, ne fantasment pas beaucoup sur les cheveux laineux. Hein. Pas faux. Donc dans votre livre, vous évoquez une certaine passivité des hommes noirs concernant le port de la perruque. Pour vous, c'est lié à quoi? Alors effectivement, j'ai abordé cette question parce que, bon, il ne faut pas se le cacher, les femmes noires ont adopté les perruques comme un accessoire de beauté sans se rendre compte en fait de l'abnégation que ça représente. Parce que elle se voit belle avec ça, mais en face, celui qui la voit et qui n'est pas de sa communauté, il se dit mais pourquoi elle porte des perruques celle-là? Elles se sent pas belles, elle n'a pas de cheveux. Donc elle ne se rend pas compte que les gens en fait ils sont interloqués quoi. À la limite c'est plus facile de respecter quelqu'un qui s'assume pour ce qu'il est que d'avoir en face de soi une personne qui porte une perruque parce qu'elle exprime une difficulté et après on a du mal à se comporter avec elle, il ne faut pas faire de blagues sur les cheveux parce qu'elle va le prendre mal, etc. Donc il y a cette difficulté donc, de la femme noire et effectivement beaucoup de femmes noires portent des perruques. Je pense que de guerre lasse, hein, beaucoup d'hommes supportent ça parce que c'est des hommes noirs, je veux dire, hein, parce que c'est une lubie de leurs femmes et même si ils essayent de les convaincre de ne pas le faire, elles n'écoutent pas forcément. J'en veux pour preuve un jeune couple que j'avais rencontré. Elle avait la chance d'avoir un beau gars, vraiment un très beau garçon. Oui, non, mais enfin bon, elle avait un beau gars, quoi. Hein, elle avait un beau gars qui l'aimait et elle portait des perruques. Et il était catastrophé. Et il disait, mais moi, on discutait autour de mon livre, hein, et il me disait, mais moi, j'arrive pas à lui faire comprendre que je la veux en cheveux naturels, etc. Bon, c'est une jeune fille qui a grandi en Europe, en France, qui a intégré en fait, le discours négatif sur ses cheveux, elle est complexe, elle porte des perruques. Et c'était une souffrance, une difficulté dans sa relation avec son compagnon qui n'aimait pas ça, qui l'aimait. Et l'homme noir qui aime vraiment la femme noire, il aime avec sa peau, il aime avec ses cheveux. On a beaucoup d'atouts, on a un savoir-faire multimillénaire hein, dans le coiffage de nos cheveux hein, et qu'on est en train de perdre pour des traditions capillaires qui sont vraiment très pauvres. Parce que quand on sort de la perruque avec les cheveux raides, un peu frisés ou machin, en fait il y a air quoi, il y a air. Alors qu'avec nos cheveux, on peut faire énormément de choses. Et d'ailleurs, les femmes blanches, elles nous envient. Le nombre de choses que vous pouvez faire avec vos cheveux, elles sont carrément envieuses. Donc, c'est vrai. Mais aussi certains hommes noirs qui peuvent être passifs parce qu'ils n'aiment pas tout simplement les cheveux crépus, non? Alors là, j'avoue, après, il faut rentrer dans la relation avec, dans le couple. Hein. Si la femme noire, son compagnon lui dit, écoute, porte tes cheveux, enfin, porte une perruque parce que tu fais trop roots, tu fais trop villageoise, bah, c'est juste un problème. On peut se poser la question de savoir s'il aime vraiment sa femme telle qu'elle est. Parce que de lui, elle n'a pas la même exigence pour lui. Elle ne lui demande pas de changer la couleur de ses cheveux ou de sa peau. Elle l'aime comme elle est. Donc il faut apprendre à aimer les gens comme ils sont. Donc s'il aime des femmes à cheveux lisses, en fait il y en a plein. Hein. Il n'a que l'embarras du choix pour des fortunes hein, que lui seul connaîtra par la suite. Hein. D'accord. Donc, que répondrez-vous aux idées reçues suivantes? Donc, les cheveux crépus sont difficiles à coiffer et ne poussent pas. Bah, c'est encore un préjugé, un lieu commun qui est véhiculé depuis un certain nombre de siècles maintenant. Nos cheveux ont une spécificité. C'est qu'ils sont très fragiles. Nos cheveux sont très fragiles et ils ne s'accommodent absolument pas de manipulation excessive. D'accord? Donc il faut savoir quand les
les traiter, les manipuler. Et une fois qu'on les a manipulés, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser tranquilles. Donc les traditions multimillénaires de nos ancêtres babyloniennes, égyptiennes, hébreux et africaines, hein, parce que c'est une autre communauté, c'est notre histoire, c'est notre civilisation, elles sont encore très vivaces et il faut les entretenir et les maintenir. Mes petites nénettes là qu'on voit sur la photo, je leur ai appris à se coiffer hein, sur des têtes de coiffure et je puis dire que j'ai vraiment l'immense bonheur d'avoir des filles qui savent se coiffer entre elles. Elles savent se faire des nattes couchées, des tresses, etc. Donc, c'est une facilité, mais incroyable. Quand elles veulent lâcher leurs cheveux, elles lâchent leurs cheveux. Quand elles veulent se natter, elles se coiffent mutuellement. Et en tant que maman africaine, j'étais remplie de joie de voir mes filles être capables de se coiffer comme elles le sont. Donc, c'est juste, non, c'est faux. Nos cheveux poussent, nos cheveux sont parfaitement malléables, mais il faut savoir le faire au moment où il le faut et les laisser tranquilles et ils poussent très bien. Et puis alors, au risque de déplaire, et je suis désolée, mais les cheveux raides, ça a plus rapport avec le poil qu'avec le cheveu. C'est quand même autre chose parce que leurs manipulations sont beaucoup plus adaptées à leurs cheveux. C'est pas la même chose. Il y a une différence peut-être de nature entre les deux cheveux. Bon, c'est un terrain un peu glissant, mais voilà. Je voyais pas les choses sous cet angle. Ah bah si, hein, parce que le poil, il est tout raide. Oui, le poil est tout raide. Hein. Donc après, toutes les ondulations, on sait que ça vient des métissages. Hein. La frisure du cheveu, ça vient des métissages qu'il y a eu au cours des millénaires. Hein. Donc non, nos cheveux, bon, en vivant en Europe, on a tendance à vouloir manipuler nos cheveux comme on les voit, les femmes blanches, parce que c'est le modèle dominant qu'on voit à la télé et qu'on intègre, comme les femmes blanches, mais leurs cheveux ne sont pas les nôtres. La preuve en est que très vite, leurs cheveux blanchissent, donc ce sont des femmes qui ont souvent recours aux colorations, etc., ce qui n'est pas notre cas. Moi, mes cheveux, je ne mets pas de couleur, ils ont leur couleur naturelle, donc il y a quand même une différence assez importante et c'est dommage de ne pas en prendre conscience et puis de traumatiser nos cheveux par des traitements excessifs. On coiffe tous les 2-3 jours. Non, nos cheveux, ils n'aiment pas ça. Donc vous préconisez, est-ce qu'on coiffe une seule fois ses cheveux et ensuite on les laisse vivre leur vie? C'est ça, on les laisse tranquilles. Justement, c'est un argument utilisé par les femmes qui portent des perruques. Elles se disent, en dessous j'ai des tresses, j'ai des nattes, donc comme ça je me porte une perruque, ça laisse respirer des cheveux. Vous en pensez quoi de cet argument? Écoutez, les perruques, c'est vrai que c'est dans notre arsenal de beauté. Mais moi, ma maman, elle portait des perruques, mais quand elle portait des perruques, c'était des perruques de cheveux afro. Ma maman portait des perruques de cheveux afro. Donc quand une femme noire se natte les cheveux pour une coiffure de repos et qu'elle se met une perruque qui ressemble à ses cheveux naturels, moi j'ai aucun problème. Ce qui me pose problème, c'est des perruques de cheveux qui ne sont pas notre texture naturelle, quoi. Ok. Et donc si je vous dis les femmes noires n'ont pas de cheveux, elles sont chauves, vous répondrez quoi à ça? Eh ben, c'est la perception que les non-noirs ont. Quand ils voient toutes ces femmes noires avec des cheveux, avec des perruques sur la tête, ils se disent mais elles n'ont pas de cheveux en fait. Parce que dans la société française, une femme blanche qui porte des perruques, c'est qu'elle a un cancer, c'est qu'elle est malade. Donc c'est tout de suite l'image qu'ils en ont. Donc forcément quand ils ne font pas des femmes noires en faire autant, ils se posent la question. C'est basique, c'est logique. D'accord. Donc quel est votre rapport avec votre couleur de peau? Je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis née dans un monde noir où tout le monde était noir quand je suis née. Donc, j'ai été accueillie dans la plénitude de ma noirceur sans que ce soit un problème. Et très vite, et je l'explique dans mon livre, mon papa me complimentait parce que mon noir, en fait, c'est un noir de jet. Et au Congo, on a une expression spécifique pour qualifier ce type de noir que j'ai. Moïdo Yangolo. Donc c'est un noir qui a une brillance particulière, qui a une uniformité. Donc voilà, moi j'ai intégré ça de manière très positive et je l'ai gardé tout au long de ma vie. J'ai rencontré au cours de mon expérience de vie des femmes plus claires, des machins, des produits pour s'éclaircir, etc. Moi j'ai jamais éprouvé le besoin
d'éclaircir ma peau pour être plus belle. Je suis comme ça du sommet de la tête jusqu'à la plante, pas la plante de mes pieds, enfin en tout cas jusqu'à mes pieds. Voilà, les autres, elles sont belles dans leur coloration, mais je ne suis pas moins belle parce que ma peau, elle est plus foncée. Donc j'ai toujours préservé mon teint. Un grand bien m'en a pris, puisque maintenant on découvre, on connaît les ravages des décolorations. Et voilà, donc j'ai un rapport très positif D'accord. avec ma couleur. Et justement, dans certains pays d'Afrique, donc il me semble le premier pays d'Afrique noire à utiliser des produits éclaircissants, c'est le Sénégal. Donc comment vous pouvez expliquer ça? C'est l'héritage de l'esclavage, de la colonisation. Et il y a une survalorisation des teints clairs. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème-là. En Asie aussi, beaucoup. Voilà, en Asie aussi, ils aiment cette coloration très claire. En Inde aussi. Et je pense que ça va chercher sur l'origine de l'humanité. Et là, ça serait vraiment très long de Même pas deux mots à ce sujet? Écoutez, c'est pas simple, hein, c'est pas simple parce que tout le monde n'est pas en mesure de le comprendre, mais pourtant les textes sont là pour nous le dire. Nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne et nous avons la Bible qui est le fondement de nos croyances religieuses, et la Bible évoque l'intervention des anges dans l'histoire des hommes. Hein, on trouve ça dans la Genèse, on trouve ça aussi dans le livre qu'on appelle le livre d'Enoch qui explique ça. Et il se trouve que la rébellion des anges a pour conséquence la privation de la mélanine, parce qu'en fait, ça fait partie aussi des secrets sur l'histoire de l'homme noir qui sont bien cachés, parce que il ne faut pas que l'homme noir lève la tête et réalise qui il est dans le plan de la création. Dieu est noir, il a créé des hommes à son image, et l'homme qu'il a créé est noir, donc par définition, comme il est à l'image de Dieu, Dieu est noir, d'accord? Donc les anges qui ont été rebelles ont été privés de la mélanine, d'accord? Donc la privation de la mélanine, c'est la décoloration totale de la peau, la modification des traits du visage et le raidissement de la chevelure, parce que la mélanine joue aussi beaucoup sur la texture des cheveux. Donc à une époque de l'histoire des hommes, ces êtres sont rentrés en interaction avec les hommes, et comme ils étaient d'origine angélique, ils étaient plus forts que les hommes, donc il y a une forme de déification. Donc ils sont tout blancs, hein, donc la valorisation de la peau blanche vient de cette interaction. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans toutes les civilisations. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y a une survalorisation des teints clairs au détriment des teints les plus foncés. Donc, cette survalorisation, elle est due à quoi elle est due à la domination que nous avons subie de la part des hommes à la peau blanche. Donc, on sait que dans l'histoire de notre relation compliquée avec les hommes à la peau blanche, plus on leur ressemblait, plus nos enfants leur ressemblaient, mieux ils étaient traités. Donc ça, c'est des choses qui sont restées et qui perdurent encore dans nos cultures. Hein. Je sais qu'aux Antilles, je ne sais plus si c'est la Martinique ou en Guadeloupe, on dit d'un enfant très clair qu'il a la peau sauvée. Moi, je connais l'expression sauvée. En créole, c'est peau chape. D'accord, donc c'est, voilà, pas trop noir. D'accord. Aux États-Unis, ils ont l'expression pour dire fair tone, le teint juste. Hein. Donc ça montre bien qu'on est encore victime de ça et qu'on maintient ça dans notre culture, dans nos comportements entre nous. D'accord. Et vous avez élevé des enfants, une partie d'enfants métis. Est-ce que eux, ils ont été survalorisés dans votre entourage, dans la famille, chez les amis, au détriment de votre fille qui est noire? Bah écoutez, moi j'avoue que moi je suis une maman noire avec une identité donc bien affirmée. J'ai été très vigilante par rapport à ça. Donc moi j'ai pas fait des différences entre mes filles. Donc elles ont une relation très apaisée par rapport à ça. Et toutes les fois dans mon entourage familial, et j'ai eu l'occasion dans mon livre de le dire, si je voyais qu'il y avait des choses qui étaient dites qui pouvaient être en rapport avec le teint, mais aussi avec les cheveux, je rectifiais tout de suite pour ne pas créer
des rivalités entre mes enfants, etc. Mais je l'explique aussi dans mon livre, hein. Nous aussi en Afrique, hein, on a ma peau est plus claire, etc. Moi je sais que petite, et je l'explique dans mon livre, mon teint était le plus foncé. J'étais la plus foncée de ma famille quand j'étais petite. Et avec mes frères et sœurs, on faisait la compétition, etc. Et moi, j'étais tellement noire qu'on m'avait surnommée la fourmi polo. Super. Oui, oui. Oui, donc voilà, c'est des choses qui sont quand même vivaces et tout. Bon, après, ça existe chez les noirs, mais je pense que chez les blancs, c'est peut-être la couleur des yeux. Hein. Celui qui a les yeux marrons, il a les yeux de cochon. Celui qui a les yeux bleus, c'est beaucoup mieux, etc. Donc ça fait partie des choses qui existent. En tout cas, dans notre communauté, ce colorisme est contre lequel il faut vraiment se battre parce que ça crée des blessures narcissiques aux enfants qui n'ont pas la bonne couleur ou la bonne texture des cheveux. Tout à fait. Et que répondrez-vous aux idées reçues selon lesquelles, par exemple, tu es belle pour une noire? Bah, écoutez, c'est clairement une insulte. Hein. C'est clairement belle. une insulte. Hein. Il ne faut pas accepter de se faire singulariser par rapport au reste de sa communauté. Parce que ça veut dire que tu es belle pour une noire, ça veut dire que les autres, ils sont moches. Donc non, c'est pas une insulte, enfin c'est pas un compliment, et il faut tout de suite rectifier en interpellant la personne, en lui disant mais parce que les autres noirs sont moches, et il va se trouver un peu bête. À la limite, il dit ça, il se rend même pas compte de la portée de ce qu'il a dit, mais c'est ça que ça veut dire. Donc non, pas accepter ce genre de compliments et dire oui, je suis belle comme tous les autres noirs, et c'est clair, c'est net et c'est précis. Ok. Et vous répondrez quoi à ça? Je préfère les femmes plus claires, les femmes métisses par rapport aux femmes noires. Bah écoutez, là, c'est encore un aspect des difficultés de notre communauté, hein, le colorisme et les hommes noirs qui naissent et qui grandissent dans une société occidentale, et ben, sont formatés pour aimer les femmes blanches et les femmes à la peau claire. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, et c'est problématique parce que on ne se marie pas qu'avec une couleur de peau, avec une texture de cheveux. Hein. Pour fonder un couple, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ces simples aspects extérieurs. Mais c'est révélateur du racisme que nous avons intégré. Hein. D'accord. Et dans votre livre, vous parlez des footballeurs noirs qui oui. se marient essentiellement avec des femmes blanches ou les femmes à la peau claire. Donc vous pensez qu'ils sont formatés aussi? Bah, écoutez, on est dans une société patriarcale où même chez les hommes blancs, l'idéal de la femme, c'est la femme blonde, grande, etc. Donc les hommes noirs qui naissent et grandissent dans cet environnement, qui se font bombarder en permanence de ces canons de beauté, les intègrent aussi. Et ils ont tendance à penser que le summum de la réussite sociale, c'est d'avoir à son bras une femme blanche, blonde, plutôt qu'une femme noire qui lui ressemble. Ok. Et le fait que l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, il soit marié avec une femme noire, ou encore l'ancien maire de New York, Bill de Blasio, soit aussi marié avec une femme noire, ça vous évoque quoi? Bah écoutez, après c'est des choix individuels. Hein. Moi je ne suis pas contre les mariages mixtes. Ce sont des phénomènes sociaux qui existent, qu'on peut analyser de manière objective. Mais bon, après, moi je ne me sens pas valorisée parce qu'un homme blanc a une femme noire à ses côtés. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord, ok. Bon, en tout cas, ça montre quand même, effectivement, un changement de mentalité. Parce qu'effectivement, Barack Obama a été le premier homme politique d'envergure internationale à s'afficher avec une femme noire à ses côtés. On a beaucoup de présidents africains qui sont mariés avec des femmes blanches. On n'a pas beaucoup de présidents français ou européens qui sont mariés avec des femmes noires. C'est vrai. Et ok. Donc justement, Barack Obama, il est marié avec une femme noire, mais elle porte ses cheveux lisses. Ça vous choque pas?
Bah écoutez, si c'est la nature de ses cheveux, on peut pas être choqué, on peut pas reprocher aux gens la couleur de leur peau, la texture de leurs cheveux, les traits de visage, non. Après, si c'est une perruque qu'elle porte, bon, c'est un autre discours qu'elle véhicule. J'ai pas exploré hein, la question, je sais pas si Michelle Obama porte des perruques. Mais bon, après, chez les Américains, il y a eu tellement de métissage avec les Indiens, etc., qu'il y a toutes sortes de panoplies de cheveux, de teintes, de couleurs, de faciès qu'on ne peut pas. Mais bon, si c'est ses cheveux, bah, c'est ses cheveux. Hein. D'accord. Et donc, j'aurais une autre question. Ça concerne l'identification des enfants, des jeunes filles noires et métisses, donc dans les médias. Donc je m'explique. Donc là, en ce moment, il y a une polémique sur le fait que la petite sirène soit noire. Donc vous en pensez quoi, vous? Bah, là, c'est vrai qu'on est en train de bousculer les lignes. Hein. On est en train de bousculer les lignes et on est en train de leur faire comprendre que, en fait, le monde... En fait, les Noirs, ils ont aussi un rôle, ils ont une place dans l'histoire des hommes et que la javélisation excessive de tous les personnages est problématique et il va falloir changer les choses. Donc, qu'Ariel, hein, c'est ça le prénom, Ariel soit noir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, mais bon, eux, ce sont des personnages emblématiques de leur construction féerique, et donc ils s'y accrochent un peu comme des noyés. Ça devient presque des figures sacrées auxquelles il faut pas toucher. Mais il y a un moment, il va falloir qu'ils changent leur façon de penser et puis accepter de voir des Noirs dans les places où ils ne voulaient pas les voir. Et quand l'histoire des hommes sera vraiment révélée, hein, et le rôle central de l'homme noir dévoilé, ben en fait, ils se rendront compte qu'ils ont été les falsificateurs. D'accord. Ils ont été les falsificateurs de l'histoire ou les javéliseurs de l'histoire, alors que beaucoup de personnages étaient des Noirs. Il y a des polémiques aussi au sujet de Cléopâtre. Mais Cléopâtre était une Égyptienne. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs. Donc après, quand il y a eu les conquêtes grecques, etc., il y a eu des métissages. Mais la civilisation égyptienne était une civilisation négro-africaine. Cléopâtre était négroïde. Ça leur plaît pas, mais c'est comme ça. C'est justement la question que j'allais vous poser. Vous m'avez devancé, c'est pas grave. J'en ai une autre, j'en ai toujours sous le bras. Donc dans les médias, on voit de plus en plus de diversité. Donc on voit de plus en plus de femmes avec une teinte noire. Mais plutôt des femmes qui ont une teinte noire plutôt claire ou des femmes métissées, au détriment des femmes noires qui, on peut dire, parfois sont effacées. Donc je tiens pour exemple le biopic sur Nina Simone, donc c'est une femme noire, et c'était joué par Zoé Saldana, qui est une femme noire, mais d'origine de la République dominicaine, donc elle est claire de peau, etc. Vous en pensez quoi? Bah c'est problématique parce qu'en fait c'est une façon d'édulcorer un peu la réalité. Hein. Nina Simone, on l'a connue, on l'a vue à la télé, elle était de carnation très foncée avec des cheveux laineux. Il fallait prendre une actrice qui lui ressemble. Et alors le problème c'est que dans l'industrie cinématographique, ils ont le souci du public. Quel public va se reconnaître dans les personnages qu'on va mettre en valeur, etc. Donc c'est plus un positionnement économique et financier que vraiment une revendication culturelle pour valoriser la femme noire, etc. Donc après, ils mettent un personnage qui, ils espèrent, attirera plus de monde. Et puis peut-être aussi parce que malheureusement, beaucoup de femmes noires aussi considèrent qu'une femme noire à peau claire, à cheveux souples, plus souples, est plus jolie que celle qui est toute noire avec des cheveux laineux. Tout à fait. Est-ce que vous ne considérez pas ça comme un blackface, le fait qu'on prenne Zoé Saldana qui est teint clair, on la grime, on lui foncille son teint, on lui met une prothèse d'ailleurs pour le nez. C'est pas du blackface pour vous? Bah, c'est problématique. Hein. Là, on voit clairement que cette femme, elle est instrumentalisée, et des femmes qui ressemblent à Nina Simone, on pouvait parfaitement en trouver en faisant des castings assez élargis. Hein. C'est sûr. Surtout qu'en République dominicaine, donc c'était récemment, il y avait une sorte de chasse aux personnes d'origine haïtienne. Et
aussi, il y avait un communiqué de l'ambassade des États-Unis qui justement préconisait aux Afro-Américains qui sont foncés de peau, donc dark skin, ou encore aux Nigérians aussi, de faire attention à eux. Et ça, on n'en a pas parlé dans les médias. Et vous connaissez cette histoire ou pas du tout? Non, non, j'en ai pas entendu parler, mais bon, de toute façon, il ne faut pas s'étonner. Hein. Les problèmes qui concernent les Noirs, hormis les cas qu'ils instrumentalisent, comme George Floyd dans le cas de Black Lives Matter, voilà, en dehors de ça, les Noirs, on n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Les problèmes qui concernent les Noirs, on n'en parle pas. D'accord. Et est-ce que vous aurez des conseils aux parents noirs qui élèvent des enfants noirs dans un monde de blanc? Écoutez, les conseils sont dans mon livre, dans lequel je me suis beaucoup ouverte, hein, où j'ai parlé avec beaucoup d'honnêteté, de simplicité, de toutes ces choses-là. L'éducation des enfants, accueillir des enfants, nous amène à une remise en question profonde, parce que les enfants vont toujours creuser là où ça fait mal. Donc il faut s'armer de beaucoup de patience, et puis surtout accepter de faire un travail d'introspection et se poser la question et savoir où on en est réellement soi-même avec l'acceptation de sa propre identité. Si on a des failles, eh ben, les enfants vont taper en plein dans le mille et ça va être très difficile de pouvoir leur insuffler la confiance en eux, l'amour de ce qu'ils sont, si nous-mêmes déjà on est fragilisés. Donc voilà, moi c'est un travail que j'ai fait et j'ai donné des pistes hein, pour essayer de travailler ça, y réfléchir, etc. Et si on a soi-même été blessé parce que petit on a été moqué à cause de notre teint, de nos cheveux, de notre nez, bah, c'est le moment de se réparer, apprendre à s'aimer hein, pour transmettre ça à nos enfants plutôt que de continuer à transmettre des choses douloureuses. Ok. Et est-ce que ce livre, il est destiné aussi aux parents blancs qui ont adopté des enfants noirs et métis? Oui, à partir du moment où on rentre dans le monde noir, en tout cas on fait rentrer le monde noir ou l'enfant noir ou métis dans sa vie, l'adoption ne doit pas être juste un acte humanitaire hein, que les gens doivent accomplissent pour se donner bonne conscience. Ils accueillent dans leur vie un petit homme ou une petite femme qui a des exigences psychologiques, culturelles, civilisationnelles, parce que cet enfant a choisi de naître dans une civilisation donnée. D'accord ? Donc il faut l'accepter en lui donnant aussi le sens de la valeur de la civilisation hein, à laquelle il appartient. D'accord ? Donc le parent blanc qui fait rentrer un enfant noir dans sa vie doit aussi comprendre les problématiques que les Noirs rencontrent dans leur environnement. Parce que s'il ne les comprend pas, le jour où son enfant va les lui exposer parce qu'il va se les prendre en pleine face, ben, il ne sera pas en mesure de l'aider. Et il y a beaucoup de difficultés hein, dans ces familles adoptantes. Il y a eu des enfants qui ont fini par se suicider. Moi, j'ai connu le cas d'une femme allemande qui avait adopté une petite fille malienne. Tant que la petite était petite, ça allait bien. Mais quand elle a commencé à grandir, elle a clairement commencé à complexer au sujet des cheveux. C'était devenu obsessionnel. Et au moment où j'ai rencontré cette femme, j'ai bien vu qu'elle n'arrivait pas à apporter des réponses à son enfant parce qu'elle n'était pas préparée au fait que son enfant noir allait survaloriser ses cheveux lisses, comment elle allait pouvoir l'aider à accepter ses cheveux laineux, mettre en valeur ses cheveux comme elle doit le faire. Et c'était une difficulté. Donc avant ou pendant l'adoption, il faut réfléchir à ces questions-là pour pouvoir apporter des réponses et du soutien pertinent à l'enfant. D'accord. Et donc pour vous, pour les parents blancs adoptants, donc mis à part la lecture de votre livre, vous leur préconisez quoi
par exemple, voyager dans le pays d'origine de l'enfant, ou encore de se documenter sur les cheveux, donc en allant aussi dans les salons de coiffure dédiés aux cheveux afro. Vous préconisez quoi d'autre? Ah oui, parfaitement, parfaitement. Il faut parfaitement valoriser la culture d'origine de l'enfant, sa langue, son histoire, l'histoire de son peuple. C'est très important. Et puis, effectivement, aller dans les salons de coiffure, faire venir des femmes à la maison pour coiffer l'enfant, etc. C'est très important, hein, parce que quand on donne de la valeur à ce qu'est l'enfant, l'enfant il dit oui, j'ai de la valeur et il s'épanouit d'autant plus qu'il est valorisé dans sa famille. Ouais. Merci pour ces mots. Merci à vous. Alors, tout à l'heure, avant qu'on tourne, vous m'avez dit que vous avez commencé à écrire un livre, un autre livre. Ça parle de quoi? Oui, effectivement, j'ai un projet de livre et je suis quelqu'un de très spirituel. Ça, c'est un aspect de ma personnalité qui s'est exprimé très vite depuis mon enfance. Et j'ai toujours fait beaucoup de recherches de spiritualité, donc orientée sur la Bible, parce que je suis plus de culture chrétienne. Et j'envisage d'écrire un livre sur la conjugalité. Les relations hommes-femmes telles qu'elles devraient être, mais sous le prisme de la Bible. D'accord. Okay. Parce que la Bible, on sait qu'il y a des choses qui ont été falsifiées, mais il y a quand même un fil conducteur qui nous dit en fait quel a été le plan du Créateur pour ces créatures. Et il y a des éléments qui permettent de voir comment un couple peut se constituer de manière harmonieuse et vivre ensemble de manière harmonieuse tout au long de sa vie. Et il y a des exemples de couples dans la Bible qui sont à mon avis très intéressants pour mettre en lumière tous ces aspects positifs pour aider un couple à se maintenir. Surtout à une époque où le couple est un peu galvaudé, où les relations sont devenues juste de la consommation, avec une perte de sens de l'engagement, de la sexualité, de la parole qu'on peut donner, du soutien, etc. Donc on vit une période où un livre qui encourage les gens à valoriser leur couple, le mariage, la famille, ça peut être un élément de réflexion intéressant. En tout cas, j'ai à cœur de l'écrire, voilà. Ok. Et donc, si on veut se fournir votre livre, Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, on se fournit où? Alors, en fait, c'est un livre qui n'est vendu que sur mon site internet, www.nosenfantsnoirsetmétis.com, parce que c'est un livre que j'ai édité toute seule. Je l'ai présenté aux éditeurs classiques, mais vu les thématiques et la liberté de ton, voilà, et puis la critique que je formule par rapport à la société occidentale qui ne valorise pas suffisamment les enfants noirs, leur histoire, en les replaçant dans leur histoire valeureuse. Parce que les enfants sont connus en tant qu'esclavagisés, colonisés, alors que l'histoire des Noirs, elle est multimillénaire, elle est beaucoup plus glorieuse qu'on leur enseigne à l'école. Donc ça a été difficile d'avoir un éditeur qui accepte de le publier. Donc je l'ai publié toute seule et j'ai mon petit site internet, donc www.nosenfantsnoirsetmétis.com, sur lequel il y a un lien vers une petite chaîne YouTube qui s'appelle Nos enfants noirs et métis, où j'ai mis un certain nombre de vidéos autour des thématiques que j'ai abordées dans mon livre. Très bien. Merci Annick. Merci à vous, merci Audrey. Donc l'émission touche à sa fin, donc si vous voulez revoir l'émission, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et à partager. On se dit à la prochaine et à bientôt.